Octobre Rose 2016-2018, c'est le nom de la nouvelle campagne de sensibilisation lancée par le Programme national de lutte contre le cancer. Elle rentre dans sa phase active durant ce mois d'octobre. À travers un vaste programme de communication, les populations ivoiriennes seront informées sur les dangers du cancer du sein. Je voudrais inviter la population civile, notamment les femmes, à venir se faire dépister. Le cancer est l'affaire de tous et non l'affaire du ministère de la Santé. Le cancer du sein est un fléau social. Et lorsque le cancer du sein est dépisté tôt, un patient peut guérir de son cancer. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein a connu une croissance considérable selon les spécialistes entre 2000 et 2012. Chaque année, plus de 2000 nouveaux cas sont détectés. Une situation alarmante que les acteurs comptent améliorer avec l'appui des médias. Cette rencontre de ce jour a surtout pour but de renforcer les capacités des journalistes sur la connaissance du cancer du sein. Le vieillissement est le premier facteur de risque. À côté de cela, il y a des cofacteurs. Il est important pour chaque femme, à partir de la trentaine, de consulter annuellement un médecin, un gynécologue ou un cancérologue. En tant que journaliste, nous pouvons contribuer à la lutte avec nos articles, nos écrits. Nous allons faire des dossiers et autres pour accompagner le programme national de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Octobre Rose 2016-2018 vise également à collecter 200 millions de francs CFA auprès des partenaires en vue de renforcer les moyens de traitement du cancer du sein. On ne peut pas attirer là 2 fois dans la semaine. Si on a attiré au toit, si c'est bien plein, souvent on peut sortir au moins 40 000, soit 50 000. Si ce n'est pas bien plein, 30 000. En Côte d'Ivoire, l'attiéké fait partie des aliments de grande consommation. La demande au plan national est très forte. Ce mets à base de manioc est de plus en plus exporté vers l'Europe sous forme déshydratée et le marché régional sous forme de boule, c'est-à-dire sa présentation locale habituelle. Spécialité ivoirienne, l'attiéké pourrait devenir un produit commercial à forte valeur ajoutée. D'où le projet de labellisation initié par le gouvernement en août dernier. Il s'agit, à travers l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, de protéger 2 choses. Le procédé de fabrication de cet aliment et l'appellation attiéké. Il va s'agir essentiellement de faire en sorte que l'appellation attiéké, le nom commercial attiéké, soit réservé aux seuls produits venant de la Côte d'Ivoire, étant entendu que d'autres pays tiers peuvent produire de la semoule de manioc. Le processus pourrait prendre du temps. 6 mois pour expliquer et déposer la marque à travers le monde, 6 à 18 mois pour protéger le procédé. Un travail qui nécessite attention et rigueur puisqu'il s'agit de produits alimentaires. À Codinome, chercheurs et experts sont à la tâche. Le travail scientifique se poursuit. Le plus difficile reste l'élaboration de la norme sur l'emballage. La labellisation de l'attiéké exige de nouvelles techniques de transformation et de production. Tous ceux qui veulent produire de l'attiéké à partir de ce moment doivent se conférer à ce guide. Et dans ce guide, il y a tout le process de production. Celui qui ne suit pas ce guide, il ne peut pas produire de l'attiéké de bonne qualité. Déjà, des fabricantes et productrices disent vouloir tout mettre en œuvre pour faire la promotion de l'attiéké ivoirien. Je suis prête à suivre ce que le gouvernement va me demander de faire. Je suis prête à suivre ça. À partir du moment où vous avez une marque sur un produit, ça veut dire que vous avez un monopole sur la commercialisation de ce produit. Ce qui veut dire quoi? Ça vous permet d'écarter la concurrence sur la commercialisation de ce produit. En termes économiques, cette protection va conférer des parts de marché assez conséquents aux producteurs locaux. Des intérêts spécifiques également pour les industriels et producteurs. En 2015, le pays a produit 5 millions de tonnes de manioc. Ça permet au producteur, dès lors qu'il est dans un circuit moderne de production, de pouvoir exporter son produit vers différents horizons, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça va permettre de rentrer dans une phase de production industrielle de l'attiéké. Bien que l'expertise ivoirienne à la matière soit reconnue, le pays ne dispose pas de statistiques sur le volume des ventes d'attiéké. Les experts indiquent que la labellisation permettra de tracer le circuit de commercialisation, donc d'avoir désormais des données fiables sur ce produit tant sollicité par le marché international. Les enjeux sont tellement importants que certains Ivoiriens craignent
que d'autres pays ne protègent la marque Atieke avant la Côte d'Ivoire. Nous sommes les premiers à avoir produit. Et donc si par inadvertance ou bien par malveillance, quelqu'un d'autre s'amusait à obtenir une protection, nous avons les moyens juridiques de faire tomber cette protection qui aura été acquise frauduleusement. Que s'est-il passé en Éthiopie? Bishoftu, localité du sud-est de la capitale éthiopienne Addis Abeba. Dimanche 2 octobre 2016, des dizaines de milliers de personnes se rendent au festival Irisha. Il s'agit d'une fête traditionnelle Oromo, la fête la plus importante de cette ethnie majoritaire du pays. L'événement vire au drame. Des participants scandent des slogans hostiles au gouvernement. Ils réclament justice pour les personnes emprisonnées ou tuées en novembre 2015 lors de manifestations sévèrement réprimées dans les régions Oromo et Amhara. Les festivaliers brandissent les deux bras en forme de croix, un geste symbole de protestation chez les Oromo. Ensuite, ils lancent des pierres et des bouteilles en plastique sur l'estrade. Des dirigeants Oromo affiliés au gouvernement s'apprêtaient à prononcer leur discours. La riposte des policiers est immédiate. Elle utilise grenades, gaz lacrymogène et tirs de sommation pour disperser la foule. La bousculade s'ensuit. Des dizaines de personnes tombent dans un fossé. Plusieurs d'entre elles meurent piétinés ou noyés. Quel est le bilan? Il est fait état de 52 morts. Quand l'opposition évoque au moins une centaine de victimes, le gouvernement de la région Oromo nie toute responsabilité des forces de sécurité. 3 jours de deuil national sont décrétés. Quelle est l'origine du problème? Voilà plus d'1 an que des manifestants défient l'autorité du Front de libération du peuple du Tigré. Les Oromo, qui représentent plus du tiers de la population, plus de 32%, ont des rapports difficiles avec le gouvernement. Ils l'accusent de brader les richesses du pays et de laisser le peuple mourir de faim. Mais tout commence fin novembre. Le gouvernement annonce un plan d'extension de la capitale Addis Abeba. Ce projet, appelé Master Plan, vise à contrôler l'expansion rapide des grandes villes pour atténuer l'exode rural. Le hic, c'est que Addis Abeba est situé dans la région Oromo. Ses habitants rejettent le projet. Ils craignent un accaparement des terres agricoles. Après la région Oromo, les manifestations gagnent la communauté Amhara, puis la capitale Addis Abeba. Bien avant, en 2014, ce projet avait suscité une vague de manifestations coûtant la vie à 70 étudiants. C'est quoi le festival Irisha? Il s'agit d'une fête traditionnelle Oromo, la fête la plus importante de cette ethnie majoritaire d'Éthiopie. Ce festival est un pèlerinage sacré chez les Oromo. L'événement rassemble une foule impressionnante. La cérémonie prend une tournure très politique car les festivaliers ont brandi leurs 2 bras en forme de croix. Ce signe de protestation médiatisé en août dernier par l'athlète Feiza Lilesa qui franchit la ligne d'arrivée du marathon aux Jeux Olympiques de Rio. Ce dernier n'a jamais pu revenir au pays, craignant d'être jeté en prison. Qui sont les Oromo? Avec plus de 26 millions d'habitants, l'Oromo est la région la plus peuplée d'Éthiopie. Les Oromo dénoncent depuis plusieurs années déjà leur marginalisation. Selon eux, le gouvernement favorise le Tigréen, ethnie dont est issue la plupart des dirigeants. Les Tigréens monopoliseraient les postes clés, pourtant ils ne représentent que 6% de la population. Depuis le renversement de la dictature militaire du colonel Mengistu Haïlé Mariam, l'Éthiopie a adopté un système fédéral basé sur l'ethnicité. Le système s'essouffle selon plusieurs observateurs. La région est régulièrement le théâtre de manifestations sur cette base, manifestations réprimées dans le sang. Et après? Félicitée pour sa croissance officielle à 2 chiffres, l'Éthiopie est cependant épinglée pour son piètre bilan en matière de respect des droits de l'homme et des libertés politiques. La charge émotionnelle de cette affaire est dramatique. Les rapports entre les Oromo et le gouvernement actuel vont prendre un coup. Le pays pourrait bien imploser dans des combats interethniques. L'Éthiopie est à la croisée des chemins. On l'a connu personnage placide et hyper musclé dans les sagas Terminator et Predator au cinéma, surnommé le chêne autrichien Arnold Schwarzenegger, né le 30 juillet à Thal en Autriche, acteur culturiste, a revêtu avec succès les habits d'homme politique aux États-Unis. D'origine autrichienne, c'est dans les années 80 qu'il fait connaissance avec le 7e art. S'ensuit une importante filmographie où se côtoient divers genres, l'action, la science-fiction, le fantastique et la comédie. Arnold s'engage politiquement et met entre parenthèses sa carrière d'acteur en 2003 pour postuler comme 38e gouverneur de l'État de Californie.
Le 7 octobre 2003 donc, il est élu gouverneur de la Californie. Son bilan est jugé satisfaisant. Il a investi dans les secteurs de l'éducation, de la santé et les services sociaux. Il restaure même le réseau routier et révolutionne la pratique de l'écologie. Il s'opposera à l'administration Bush en dépénalisant la détention de la marijuana et en œuvrant pour les droits des homosexuels. Réélu gouverneur le 7 novembre 2006, il cédera le fauteuil le 13 janvier 2011 à Jerry Brown.